Bon, bah, merci à tous d'être présents encore cette fois-ci. Donc, c'est ma troisième intervention depuis le mois de décembre. Et je suis toujours ravi de retrouver Xavier et l'ensemble de l'équipe du Grand Circuit pour vous présenter des éléments de la thématique amiante. Le sujet du jour, c'est le chantier de désamiantage des ERP, du retrait à la gestion des déchets. On va voir et on a entendu lors de la table ronde beaucoup d'interrogations, surtout beaucoup de subtilités par rapport à ces chantiers-là, parce que c'est un chantier de désamiantage qui est comme tous les autres, mais il a la particularité dans un ERP d'être toujours dans des conditions, on va dire, particulières, je mets entre guillemets, et surtout souvent dans des sites qui sont potentiellement dits conjoints à des sites occupés. Voilà. Je vous fais une présentation assez rapide et succincte. Je vous hésiterai pas à consulter nos sites et surtout à consulter nos pages. Donc, Minos Group, c'est un groupe qui a été créé en 99, qui est issu à la base de l'expertise, donc du diagnostic immobilier, qui a commencé donc en 1999. Qui s'est adjoint au fur et à mesure les compétences pour arriver à proposer donc, des nouveaux services concernant l'environnement. Donc, c'est tous les contrôles et les diagnostics qui sont réalisés dans le cadre des opérations de déconstruction, de désamiantage, de démolition et de dépollution. Donc, tout type de contrôle préalable à ces opérations-là. Dans Minos Environnement, on a des qualifications qui nous permettent d'intervenir aussi sur des sites dits industriels, donc des sites à risque, qui nous permettra aussi de pouvoir répondre à toutes les problématiques de risques chimiques ou industriels liés à la zone d'intervention. Ensuite, l'activité engineering est arrivée par la suite et l'ajout de ses compétences. Donc, on propose donc une maîtrise d'œuvre amiante, démolition et dépollution depuis 2009. Et depuis cette date-là, donc on intervient en fait sur l'ensemble de tout type de sites, que ce soit de l'habitation jusqu'à le site industriel, en passant par des ouvrages d'art et bien sûr par des sites en sinistre. Le quiz. Donc, je vais laisser Xavier reprendre la main par rapport au quiz. Voilà, alors sur le quiz, mais là, je te laisse parler et moi, je vais juste le mettre en ligne. Ça marche. Alors, le quiz, première question. Quel document obligatoire doit être tenu et mis à jour sur les risques amiantes dans un ERP? 4 propositions de réponse. Le plan de retrait amiante, le dossier technique urbain, le dossier technique amiante et le dossier amiante partie privative. Voilà, on va vous laisser voter. Donc, on va laisser 10 secondes, Mohamed, pour voter. Avec plaisir. Allez, 9, 8, 7, 6, 5. Allez-y, je vois que ça vote. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, il doit y avoir encore qui vote, il y a du monde. Donc, le temps que tout le monde vote. Allez-y. Allez, et je vous partage les résultats, comme ça vous allez voir les résultats. Bon, il y a un bon 100%. Il y a des informations sur le plan de retrait. Donc, la réponse, c'est bien le dossier technique amiante. Le plan de retrait amiante et le DTU et le dossier amiante partie privative, ça ne concerne pas ces éléments-là dans un ERP. Le plan de retrait amiante, il concerne les travaux de retrait. Et effectivement, c'est des informations qui sont préalables à des travaux de retrait amiante. Le DTU, c'est un élément qui concerne l'ensemble des règles urbanistiques d'un bâtiment. Et le dossier amiante partie privative concerne en fait le dossier qu'on doit tenir dans le cadre de la gestion locative d'un bâtiment, de logement plutôt. Donc la bonne réponse, alors c'était… C'est bien ce qui est écrit 100%, donc le dossier technique amiante. Ouais. On en reviendra, c'est le mot de la fin de la présentation. Ensuite, deuxième quiz. Depuis quelle date a-t-on l'obligation de constituer et de tenir à jour le dossier technique amiante, donc ce fameux dossier technique amiante, dans un ERP? Attention, plusieurs réponses possibles. Le 1er juillet 97, le 31/12/2003, le 31/12/2005 et le 2 février
2021. Voilà, on vous laisse voter sur ce deuxième quiz. C'est bien ces quiz, moi j'adore ça. Ça permet de tester son niveau pour les maîtres d'ouvrage qui nous En regardent. même temps, je n'ai pas fait des questions très, très compliquées. Hein. Non, J'ai voulu vraiment que notre public puisse participer à ce sondage. Hein. Alors 5, allez, on vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. OK. Bon. Eh bien, il n'y a pas un résultat. Si, il y a un résultat qui sort. Alors, effectivement, on va parler des bonnes réponses. Les bonnes réponses sont le 31-12-2003 et le 31-12-2005. Parce qu'en fait, ces deux dates ont été amenées par un décret qui était de 2001, qui concernait la constitution du dossier technique amiante, avec deux dates clés qui étaient jusqu'au 31-12-2003 pour les ERP de première à quatrième catégorie. Sans rentrer dans les gros détails, c'est lié à la typologie des ERP, je ne veux pas rentrer non plus là-dessus, mais les gens qui connaissent les ERP savent. Donc, de la première à la quatrième, c'était le 31-12-2003 et les catégories 5, c'était jusqu'au 31-12-2005. La date du 1er juillet 97, c'est pour les bâtiments, tout type de bâtiments. Donc, c'est la date en fait dans le permis de construire. À partir de cette date-là, la recherche d'amiante n'est pas obligatoire, donc sur le principe. Et le 2 février 2021, c'est une date qui est connue pour la mise à jour des dossiers techniques amiante, mais c'est pas vraiment. Je l'ai mise parce qu'en fait, c'est une date qui est très clé, puisqu'elle est de cette année-là et en plus, elle est très proche de notre présentation. Parce qu'en fait, il y a eu des réformes, il y a eu une réforme et surtout une modification en fait, des règles qui ont fait qu'en 2012, on a amené cette date du 2 février pour mettre à jour en fait, les anciens dossiers techniques amiante qui étaient faits entre 2003 et 2005. Voilà. Donc là, d'où l'importance de ces dates-là, parce que je vois que les réponses sont assez mitigées. Donc, vous n'hésiterez pas à poser des questions et je serai je serai là pour vous répondre. On continue ? Allez, c'est parti. Donc là, il y a les réponses. Hein, voilà, pardon. C'est ça. Donc 2003 pour les ERP de première et quatrième catégorie. Et 2005, donc 2005, c'est le 31-12-2005 pour les ERP de cinquième catégorie. Ensuite, pour un ERP, dernier quiz. Pour un ERP, le DTA est mis à jour. Donc, lors de toute découverte de MPCA, donc c'est matériaux ou produits contenant de l'amiante, lors de la surveillance périodique de matériaux, oulala, je suis passé trop loin. Comment je fais pour lire ? Il faut pas, avec les flèches, il ne faut pas afficher les résultats. Ouais. Non, c'est pas bon ça. Deuxième point, lors de la surveillance périodique de matériaux et produits contenant de l'amiante. Troisième résultat, lors de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Et quatrième résultat, tous les 10 ans. Alors, allez, on vous laisse voter. Pour un ERP, le DTA est mis à jour. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Bon, ça va, il y a des choses qui sont qui sortent quand même un peu plus clairement. Donc, je vous partage les résultats. C'est la réponse 1 et la réponse 2 et la réponse 3. Effectivement, il y avait 3 possibilités de réponse. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que le dossier technique amiante vit. Et ça, c'est très important. Il y a trop souvent des dossiers techniques amiante qui sont figés, alors que la règle, elle est là pour permettre toutes les dispositions nécessaires à sa vie. Parce que ce document-là doit être utilisé, doit être une source, et la première des sources d'information sur le risque amiante des ERP, puisque les ERP, c'est plusieurs activités. C'est les occupants, c'est les équipes de maintenance, parce qu'un ERP, à la différence d'un logement, on va maintenir en fait des installations communes. C'est aussi du public. Donc, en fait, vis-à-vis de l'ensemble des usagers d'un ERP, ce document doit vraiment et essentiellement être mis à jour. Je pèse mes mots parce que c'est super important.
il y a trop de problématiques liées à son côté totalement figé qui posent des réels problèmes à bien transmettre les informations sur des repérages qui ont été faits dans les années 90, 19, 2000 et des repérages qui ont été faits en 2020 ou 2021. Donc voilà, il y a vraiment une source d'information qui nécessite de bien la perdurer dans le temps et ce dispositif a été mis en place pour ça. Et voilà, donc je pèse mes mots, le dossier technique amiante doit vraiment vivre avec le bâtiment. On arrive donc à la présentation d'un chantier de désamiantage dans un site ERP et en particulier pourquoi je suis parti directement dans un site plus ou moins dans un site occupé parce qu'en fait la plupart du temps, et on l'a vu avec la table ronde, avec l'ensemble des intervenants, que ça soit Marc, Aziz, Laurent ou Bruno, l'information elle est sur la vigilance en fait, vigilance accrue d'une intervention dans un ERP parce que c'est un chantier de désamiantage comme tous les chantiers de désamiantage. Il y a une vigilance à avoir puisque c'est des produits qui sont dangereux pour les personnes, les travailleurs, mais aussi pour l'environnement autour, que ce soit les personnes à côté ou l'environnement et l'air et l'atmosphère qui pourraient être autour du chantier. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de prêter une attention particulière à cette intervention dans un ERP, puisqu'on est souvent dans un site dit occupé. Le point de vigilance, c'est bien la cohabitation entre les travaux et les usagers du bâtiment. Cette cohabitation, elle peut se faire de la meilleure des façons possibles à partir du moment où, effectivement, et tout à l'heure à la table ronde, je vais essayer de revenir assez souvent sur ce qui a été dit dans la table ronde pour ne pas essayer être assez redondant, mais il faut vraiment une communication accrue. Cette communication accrue, on peut l'avoir de plusieurs façons, mais cette communication, elle doit se faire avec un liant, et ce liant passe souvent soit par un AMO, soit par un maître d'œuvre qui va vous amener en fait toute la cohérence et surtout l'équilibre entre l'intervention qui se réalise de la préparation du chantier, de l'intervention du diagnostiqueur, de l'intervention de l'entreprise jusqu'à la restitution des locaux. Ces éléments-là sont super importants et de manière générale doivent vraiment être coordonnés de manière totalement optimale sur les usagers du bâtiment et donc leur occupation et ce qu'on peut faire et ne pas faire, ça c'est super important, mais aussi sur la mise en place des travaux et du phasage. Effectivement, donc, pour tout démarrage et encore plus, encore une fois, dans un chantier lié à un ERP et dans un site occupé, là, le programme précis des travaux est plus qu'important. Puisqu'en fait, l'intérêt, et on a pu le voir, c'est que intervenir dans un site non occupé et totalement à l'abandon, c'est plus simple pour faire des contrôles, c'est plus simple de lever les réserves, c'est plus simple de connaître en fait la particularité du bâtiment avec des sondages destructifs et c'est plus simple donc de programmer les interventions puisqu'en fait techniquement on a la place pour tout faire, poser l'ensemble des équipements de l'entreprise de travaux, pouvoir poser et surtout pouvoir indiquer une zone pour les déchets et aussi effectuer une métrologie la plus stricto sensus aux travaux qui permettra d'éliminer en fait tout risque sur la métrologie des travailleurs. Là, dans un ERP et surtout dans un ERP en site occupé, vous avez l'obligation d'avoir ce programme précis de travaux qui va vous permettre une planification du chantier, ce qui est tellement essentiel, c'est-à-dire une planification étape par étape, étape aussi dans les diagnostics, et je reviendrai sur ça plus tard, étape dans le repérage, dans les travaux de retrait. C'est pour ça que l'intérêt, c'est aussi de zoner des zones de travail qui permettent d'être pas en opposition sur l'activité conjointe de l'ERP, mais qui permet aussi de sécuriser, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on laisse pas en activité l'ERP coûte que coûte et on désamiante totalement à proximité. Il y a des moyens, mais si on peut l'éviter, il faut toujours l'éviter parce que, comme on l'a dit avant, on peut se mettre les garde-fous nécessaires en métrologie, en contrôle, en vérification. Rien de mieux que la possibilité d'éloigner le plus possible de la vie de l'exploitation à la zone travaux. Donc, je reviens sur le rapport aussi amiante avant travaux le plus exhaustif possible. Oui, je pèse mes mots.
beaucoup trop souvent, nous avons des rapports avec des réserves qui n'ont pas lieu d'être. Et je pèse mes mots. J'ai été à la rédaction des dernières normes travaux, donc amiante avant travaux qui ont été rédigées. Donc, l'intérêt, c'est de bien préciser parce qu'on peut poser ces conditions-là à partir du moment où les étapes sont clairement indiquées dans le rapport. Et donc, le rapport amiante avant travaux peut concerner, doit être un rapport amiante avant travaux entier sur ce qui a été réalisé et mettre en exergue des éléments qui peuvent être réalisés qu'avec une intervention par la suite, avec des moyens lourds, avec une occupation moins présente. Tous ces éléments-là sont essentiels à la bonne compréhension d'un rapport et éviter aussi bon nombre de prélèvements inutiles, et je pèse mes mots, qui n'ont pas lieu d'être avec le programme des travaux. Et ça, c'est pour ça qu'en amont, il est essentiel de bien prévoir le programme des travaux qui est essentiel pour vos travaux, mais aussi pour le repérage. Connaître exactement et correctement les attentes de l'exploitant, c'est ce que j'expliquais sur le principe, c'est qu'un ERP est une exploitation. Tout à l'heure, avec Marc, il parlait de l'intervention dans un hôpital qui est un cas exceptionnel. Oui, mais c'est quand même un cas qui revient souvent dans des ERP, puisque c'est un ERP qui est en activité 24/24, 7 jours sur 7, avec des contraintes qu'on peut connaître sur le principe qui sont d'ordre de santé et santé publique. Donc, sur le principe, cela est possible, mais il faut vraiment connaître la planification de l'ensemble des activités contiguës à la zone de travail qui va être le cœur en fait du risque amiante et donc d'éliminer les quelconques interactions avec l'exploitation. Donc ça, c'est réellement les clés pour un chantier optimal. La phase de travaux. On va rentrer dans le vif du sujet. La phase de travaux, c'est vrai que dans ces cas de figure, il y a besoin d'une vigilance permanente. Je pèse encore mes mots. La vigilance est de tous les instants sur un ERP. Oui, de tous les instants. Pourquoi ? Parce qu'un chantier, vous voyez dans l'opération de retrait et d'encapsulage amiante, ce schéma, il provient du CIRTA, dont je suis administrateur, la fiche pratique numéro 10, schéma de zonage, où on voit exactement l'environnement clairement. Alors, il est très schématique et représentatif, mais il faut bien le voir comme il est. C'est-à-dire qu'on voit exactement la zone d'environnement de chantier et la zone chantier amiante. On voit bien que l'ensemble de l'activité et des interactions liées à la zone de travail amiante est bien dans une zone qu'on appelle zone de chantier amiante. En ERP, on est clair, net et précis. Cette zone de chantier amiante est ce qu'on a pu entendre avant et Bruno a dû l'indiquer. On a une zone tampon et effectivement, cette zone tampon a tout son sens parce qu'elle nous permet de pouvoir maintenir une vérification permanente de toutes les interactions qu'on pourrait avoir entre les zones d'approche, entre les sas de décontamination, que ce soit du personnel ou des sas de décontamination du matériel déchet et des déchets, les extracteurs qui sont à la sortie si on est dans un confinement dynamique, et le vestiaire et l'approche avec la zone de récupération des opérateurs. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de bien comprendre que vous avez la zone rouge qui est la zone de travail, parce que techniquement, personne ne peut rentrer sans une protection et surtout sans les qualifications nécessaires. La zone de chantier est une zone quand même qui est totalement protégée, puisque dans cette zone-là, on a un accès complètement réglementé. Et ensuite, on a la zone environnement au chantier, où dans cette zone-là, effectivement, l'interaction avec l'exploitation doit être profondément… on doit prendre la mesure de l'ensemble de la sécurité de cette zone-là avec beaucoup de moyens, et on va les voir par la suite. Donc, le plan de circulation affiné entre l'exploitation, la zone de chantier amiante est hyper importante, puisqu'en fait, c'est les points d'interaction qu'il peut y avoir, et donc on appelle ça les points de vigilance permanente. Ensuite, la vigilance sur le retrait d'air directement dans la zone environnement du chantier. Ça, c'est une vigilance qui doit être totalement accrue. On a parlé tout à l'heure dans la table ronde, on a parlé d'une métrologie. Alors, la métrologie est hyper importante. D'ailleurs, elle est réglementée de manière générale. Vous avez une règle pour les laboratoires qui sont accrédités COFRAC dans le cadre des stratégies de prélèvement.
dans le cadre d'un ERP et par la présence aussi d'une maîtrise d'œuvre qui connaît les principes et qui a une vue globale et d'ensemble sur l'ensemble de l'exploitation, va préconiser dans son cahier des charges beaucoup d'éléments qui vont permettre une métrologie contiguë à la phase de travaux, donc à la phase chantier amiante. On appelle ça les environnements. Elles ont été reprises dans plusieurs questions-réponses de la Direction générale du travail, où l'interaction avec une activité amène plusieurs informations qui nous permet en fait d'avoir un contrôle plus périodique, permanent, et qui a des points de vigilance quand on a des changements de filtre dans les extracteurs. On essaye soit d'avoir une double filtration pour permettre d'avoir toujours un filtre. Si le filtre d'extracteur changeait, il se passe quelque chose de problématique. Donc, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte et qui permettent derrière de pouvoir vérifier correctement qu'aucune interaction, et surtout en métrologie d'intervention, de chantier plutôt, puisse se faire avec l'environnement. Il y a aussi la particularité, surtout dans des ERP, où on peut se retrouver avec des zones qu'on peut retrouver en faux plafond, des passages de câbles, des gaines. Ces éléments-là sont hyper importants, d'où la vérification et plus que jamais, quand on est en intervention, préalablement à une intervention, plus que jamais, on doit veiller à l'étanchéité, que ce soit une étanchéité air-eau de la zone, du système clos, comme on pourrait dire, de cette zone de travail. Il faut qu'elle soit totalement étanche à l'environnement, puisque l'environnement va rester en activité. C'est ce cas-là qui est très, très important et qu'on ne peut pas se permettre de se retrouver dans une quelconque potentielle pollution. Et dans ce cas de figure-là, effectivement, tous les éléments préalables à l'installation de chantier avec les tests de fumée accrus, et je pèse mes mots, parce qu'il y a le texte réglementaire, mais en même temps, vis-à-vis de l'analyse de risque, bien sûr, un maître d'œuvre en lien avec un CSPS doit travailler ce principe de savoir qu'on a bien visé l'ensemble des zones. Et cet élément-là est super important parce qu'il nous permettra derrière de pouvoir veiller à ce qu'on n'ait pas oublié, alors quand je dis on n'est pas oublié, c'est le principe de l'entreprise de retrait, qu'elle n'ait pas oublié dans le cadre de son confinement, qu'il soit dynamique ou statique, je pèse mes mots, dynamique ou statique, c'est bon, de permettre de pouvoir connaître les potentielles fuites de l'atmosphère de la zone de travail. La vigilance, comme je l'ai dit, sur le rejet d'air directement dans la zone environnante du chantier, donc avec un contrôle métrologique plus fréquent, sortie d'extracteurs, atmosphère des zones environnantes, qui n'est pas spécialement prévu dans un chantier où on n'a pas de contraintes d'environnement, mais ou qui est prévu à des fréquences plus réduites. Là, cette fois-ci-là, je pense que la fréquence, elle est toujours adaptable, mais elle doit être vraiment, vraiment cadencée d'une certaine façon à pouvoir être sûr qu'aucune interaction entre la zone de travail et la zone de chantier amiante et la zone environnante de chantier puisse être réalisée avec une pollution résiduelle qui pourrait sortir. Et donc, effectivement, le nerf de la guerre dans cette opération, c'est vraiment la communication permanente. Je reviens dans la phase de chantier et dans la phase de travaux sur le fait que des zones qui n'ont pas été vues dans le repérage amiante avant travaux préalablement faits avant l'opération de retrait puissent être levées. Mais je pèse encore mes mots sur le fait que ces éléments doivent être inscrits dans le rapport, qui doit préciser l'endroit où ces zones doivent être contrôlées, parce que ces zones-là, tout à l'heure, Bruno parlait d'un marquage de matériaux conformément aux règles d'avril 2013, on doit marquer les matériaux, mais attention, on doit aussi marquer des zones qui sont considérées comme non visées. Tout à l'heure, on parlait aussi d'un laboratoire qui n'est pas un diagnostiqueur. Oui, mais c'est une interaction, je vais y arriver, excusez-moi, une interaction entre tous les acteurs. Mais l'interaction entre tous les acteurs, c'est quoi? C'est une coordination générale. La coordination générale, c'est maîtriser le repérage, maîtriser la métrologie, maîtriser les travaux et maîtriser aussi le principe des contrôles de fin de travaux. Et en fait, quand vous avez l'ensemble de ces acteurs-là, il ne faut pas qu'ils travaillent de manière comme Laurent l'a pu le dire préalablement, de manière en opposition. Non, on est dans un cercle, on va dire, dans une chaîne de communication permanente où les uns et les autres doivent permettre de pouvoir dire exactement les limites de leur intervention,
qui permet derrière de donner, en fait, on appelle ça le repérage amiante avant travaux par étapes, ce qu'on a quand même prôné pour permettre à arriver à cette modification de la réglementation. Et donc, ces éléments-là vont permettre de faire vivre le rapport amiante avant travaux de manière la plus fluide possible le temps des travaux. Mais le fait de mettre des réserves, je redis encore une fois, il faut qu'elles soient totalement détaillées et soit qu'elles soient visées. Il faut qu'elles soient même visées par la maîtrise d'ouvrage via son maître d'œuvre et surtout qu'elles soient reconnues aussi par l'entreprise de retrait qui précise bien que ces zones-là n'ont pas été visées et ne doivent pas être touchées tant qu'on n'ait pas une information complémentaire ou une interrogation, un repérage complémentaire sur cette partie-là. Donc, ce lien-là, je prêche pour ma paroisse, mais je prêche pour toutes les paroisses de manière générale, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ait vraiment une cohérence entre l'ensemble des acteurs et la communication permanente. Là, je vous ai donné quelques photos où vous voyez, là, c'était dans un collège, vous voyez une sortie de sas déchets et une entrée de sas personnel afin de bien comprendre que une zone de travail en sortie, on est quand même dans une zone, on appelle ça la zone de chantier. Donc, de fait, on ne verra jamais un opérateur de repérage sortir dans une zone où, par exemple, il y a un collégien qui va passer parce qu'il va à la récréation. Ça n'existe pas, ça. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'il faut bien veiller à ce que je vous avais mis dans le schéma précédent, c'est qu'on a bien une zone environnante de chantier qui est la zone tampon entre l'ensemble des sorties, et là on le voit, et l'activité de l'ERP, que ce soit un hôpital, que ce soit un cinéma où on a pu faire, que ce soit un collège, on en a parlé préalablement, que ce soit tout type de RP, que ce soit un centre commercial, comme on peut en faire beaucoup en France maintenant. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'il faut bien comprendre qu'on rentre, on ne sort pas, aucune chose ne sort en direct avec les usagers du bâtiment. La phase de restitution, effectivement, c'est une phase et une étape à ne pas négliger. Alors, cette phase de restitution, c'est une phase qui permet de faire quoi? De faire que quand on est dans des travaux en site occupé et surtout dans les travaux amiantes, vous êtes dans un principe que quand on a terminé, il faut qu'on puisse, on va dire, clôturer la fin. Donc, vous avez l'ensemble des mesures de restitution qui sont dues par l'entreprise dans le cadre de sa métrologie de chantier ambiante, mais il y a aussi des mesures qui sont, comme ils ont été évoqués dans la table ronde, des mesures qui sont là aussi pour vérifier d'une bonne métrologie et surtout pour faire une passation entre l'entreprise de retrait amiante et les travaux modificatifs, c'est-à-dire soit des travaux de maintenance, soit des travaux des travaux TCE, donc des travaux qui vont engager des travaux de rénovation à la suite de l'intervention d'amiante. En fait, c'est le lien qui permet derrière de pouvoir lever la parfaite métrologie. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y a une métrologie de fin de restitution 1, comme vous le voyez dans le diapo, et une fin de chantier, en fait, les deux ne sont pas les mêmes. Comme on le voit, l'un est fait et la responsabilité, elle est prise par l'entreprise de désamiantage, et dans l'autre, elle est prise par la maîtrise d'ouvrage. Et donc, en fait, ces deux, elles sont pas en opposition, mais elles sont là pour compléter, parce que la restitution, elle est faite avec un système, donc un confinement, qui soit dynamique ou statique, qui est encore en présence. Et donc, en fait, la fin de chantier, c'est de vérifier que l'ensemble de la zone, et je pèse encore mes mots, l'ensemble de la zone de chantier puisse, avec les interactions connues, puisqu'en fait, on a aussi les éléments qui sont liés entre la zone de chantier amiante et la sortie des déchets et surtout la sortie du matériel et du personnel. Donc, cette zone-là puisse avoir une métrologie qui lui permet derrière de pouvoir être sûr que le départ de l'entreprise n'ait pas causé une quelconque pollution complémentaire. Ensuite, l'examen visuel. Alors ensuite, après, il y a la restitution 2, pardon. Je vais rester sur les mesures de restitution. La restitution 2, c'est la restitution qui est liée plutôt au code de la santé publique. Tout à l'heure, on a parlé de la valeur limite d'exposition professionnelle
pour les 10 fibres. Là, on va parler plutôt de toute la maîtrise qui est liée au Code de la santé publique. Donc, cet élément-là, la restitution 2, c'est de permettre, elle se fait à la toute fin de tous les travaux, pas simplement d'amiante, bien sûr, tous les travaux de réhabilitation pour vérifier que dans le cadre des travaux, après les travaux amiantes, il n'y a pas de la pollution résiduelle qui a été laissée. Et ça nous permet derrière de pouvoir clôturer le fait que les occupants puissent réoccuper, en fait, les usagers puissent réoccuper les zones qui ont été prévues et qui ont été liées aux travaux. Et après, j'en arrive à une chose super importante qui est souvent oubliée. Je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être parce que les dossiers techniques amiantes n'ont pas respecté réellement les règles et les écrits qui ont été annoncés depuis les années 2000. Le diagnostic amiante doit vivre avec son temps et encore plus avec des travaux de retrait amiante, puisque les travaux de retrait amiante vont s'inscrire dans le dossier technique amiante comme des éléments qui viennent retirer des produits amiantés, et ça va venir entériner le fait qu'on ait bien retiré ces matériaux, et peut-être que ces matériaux retirés ont peut-être prévu de découvrir d'autres matériaux. Ça, c'est l'avis du dossier technique qui va le faire, mais ça va nous permettre derrière de pouvoir faire vivre ce document et de pouvoir se dire que en échelle A, on va dire à l'échelle version 1 du rapport qui a été fait en 2005 et le rapport en 2021, eh ben, il y a des choses, il y a des travaux qui ont été exécutés, et ces travaux-là soit ont mis en exergue des nouveaux matériaux, soit ont mis en évidence le fait qu'il y a eu des retraits de matériaux, ou soit ont mis en évidence une métrologie avec des mesures d'empoussièrement qui étaient au-dessus du seuil réglementaire du Code de la santé publique. Donc voilà, tous ces éléments-là doivent être inscrits dans ce dossier technique amiante. Et ce dossier technique amiante, il est totalement disponible à l'ensemble des entreprises qui interviennent. Et en fait, j'ai ma petite idée sur le principe de pourquoi il n'a pas été mis à jour, parce que très peu d'entreprises de maintenance, très peu d'entreprises de travaux ne font la demande à la maîtrise d'ouvrage de ce document, parce qu'il est essentiel pour leur analyse de risque. Il est essentiel aussi au CSPS de pouvoir le demander systématiquement sur quel que soit le dossier de travaux qui est exécuté, et encore plus dans un ERP, puisque l'ERP, vous avez une maintenance accrue. On a parlé tout à l'heure d'hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous avez des modifications et des mises à jour en fait de l'ensemble des services par des modifications peut-être des systèmes de ventilation, par des modifications des installations des chambres, par des changements des sanitaires. Vous avez une multitude de travaux qui doivent vous amener à faire vivre. Moi, quand je rentre dans un hôpital et qu'on me dit on a un DTA avec une version et je ne veux pas le nommer, il est en France, je ne le dirai pas qui c'est, et ben ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est impossible à ce jour où on se parle de se dire qu'il y a encore qu'une seule et même version de dossier technique amiante dans des bâtiments en France. En ERP, je parle, parce qu'après, les autres, on va se dire ça peut être le deuxième effet qui se coule. Mais sur le principe, sur les ERP, vous devez avoir un dossier technique amiante qui a vécu. Ça, c'est hyper important. Et d'où l'importance, c'est vraiment de pouvoir le demander. Et c'est les acteurs des travaux qui vont permettre de pouvoir faire modifier ces mises à jour, de pouvoir faire ces mises à jour de dossiers techniques amiantes. C'est ces acteurs, c'est ces diagnostiqueurs, avant de faire un rapport amiante avant travaux, ils doivent demander ce dossier technique amiante. Ils doivent même proposer la mise à jour du dossier technique amiante. Ils doivent mettre en exergue le fait que ce document-là est un document qui doit vivre dans le temps et qui doit aussi permettre de pouvoir être totalement accessible avec sa fiche récapitulative. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu poussé un peu le bouchon sur le DTA, mais c'était fait un peu exprès, parce qu'en fait, ce dossier, il a une importance. Et fait marquant, c'est que la mise à jour de ce dossier technique amiante avec la dernière réglementation de 2011-2012 amène un dossier technique amiante nouvelle version. Au plus tard, normalement, tous les dossiers techniques amiante, c'est-à-dire à partir du 2 février, parce qu'il a amené jusqu'au 1er février 2021, 2 février 2021 doivent être mis à jour pour permettre une véritable prise en compte de l'ensemble des évolutions réglementaires et surtout de repérage qui ont évolué entre 2011 et 2012.
Merci à tous pour votre écoute et Minos Group, comme à son habitude, reste à votre entière disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, il y a tes coordonnées aussi qu'on a mis dans la présentation. Merci beaucoup, Mohamed Ouergui, pour Minos Group pour cette présentation. Alors, et d'avoir appuyé sur quelques points. Là, je reviens juste deux, trois questions avant d'aller dans les salles privées pour pouvoir échanger, parce que vous savez, cher public, vous allez pouvoir aller discuter avec chacun des intervenants en fin de conférence dans des salles privées virtuelles, bien sûr. Qui fait la mise à jour du DTA en termes de responsabilité? Est-ce que finalement… Alors, la mise à jour en fait, du DTA, elle se fait par le déteneur du DTA, le détenteur, parce que le déteneur, ça n'existe pas, excusez-moi, le détenteur du DTA, et donc il s'appuie sur un diagnostiqueur qui peut lui amener, donc un diagnostiqueur ou un contrôleur, qui peut lui amener ces diagnostics complémentaires qui viennent modifier en fait la fiche récapitulative, qui est en fait normalement la fiche récapitulative de tout ce qui concerne normalement le gros DTA qui doit être énorme. Et en fait, la réglementation a créé une fiche qui regroupe en fait cet historique. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez à la bibliothèque et vous avez besoin d'avoir les versions et vous dites, bah voilà, moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui s'est passé là, là et là. Et à la demande de l'entreprise, on va chercher telle ou telle chose. Donc effectivement, soit c'est un diagnostiqueur et après, bien sûr, un maître d'œuvre sera pleinement disponible et disposé à pouvoir regrouper ces informations. Ouais, oui, donc ça c'est très important. Et ce que j'en entends, c'est que c'est plus possible aujourd'hui dans un ERP d'avoir un DTA qui n'a pas été mis à jour, parce que finalement, il y a forcément des interventions dans des Oui, ERP. et Xavier, j'ai peut-être été redondant et les gens vont se dire, mais il a quoi sur les dossiers techniques amiantes? En fait, ce qui rend dingue, c'est que c'est un dispositif qui est quand même maintenant, qui a presque 20 ans bientôt. Et en fait, l'idée, c'est que ce dossier technique amiante, il n'est pas figé. C'est-à-dire qu'il a tout son sens, parce que quand on fait un document qui est passé du temps et voilà, on voit qu'il ne peut pas être mis à jour ou qu'il ne peut pas être modifié, effectivement, c'est une source d'information, mais elle est figée dans le temps. Par contre, ce dossier technique amiante, il est là comme un classeur qui vient rajouter en fait des interventions et des sources d'informations complémentaires qui amènent que 20 ans après, normalement, on doit se retrouver avec un dossier pour un ERP de première à quatrième catégorie. Je ne vais pas parler du 5 parce que ça va jusqu'au petit local, mais on doit avoir quelque chose, un classeur qui soit peut-être un classeur avec un tome ou deux tomes facilement avec tout ce qui a été fait pendant 20 ans. Quoi. Ouais. Il y a une question que je voulais te poser, c'est en termes d'usagers, finalement dans les ERP, c'est la grosse différence effectivement d'intervenir souvent sur des sites qui sont occupés. Est-ce que les usagers sont demandeurs de plus d'informations? Ils sont inquiets? Est-ce que du coup vous devez avoir une communication particulière? Bah, les usagers de fait, en fait, vous avez les usagers qui sont liés à des usagers, on va dire, qui travaillent, ou les personnes qui travaillent dans cette ERP, et aussi vous avez les usagers qui sont, par exemple, un public qui va venir, et je parle des centres commerciaux, comme des hôpitaux, de manière générale, si vous avez un chantier et qu'en fait, il y a un service après à côté où vous avez encore des patients qui sont hospitalisés, vous avez ces interactions. Donc, oui, l'information, elle est, comme j'ai parlé tout à l'heure, de la communication, c'est que le chantier doit permettre quand on est en phase chantier, on doit plus poser les questions, de savoir si c'est bien fait, si là, ça sort au bon endroit. Voilà. L'idée, c'est que la communication, elle se fait en amont, elle se prépare, et quand on est en phase de chantier, on est là pour pas se rassurer dans le sens rassurer, mais on a mis des points de contrôle pour amener des réponses aux questions qu'on pourrait se poser en disant ah, mais j'entends un bruit, est-ce que ce bruit est normal? Et donc, s'il n'a pas été prévu, voilà, c'est l'idée qu'on peut avoir, mais la communication est très importante. Ouais. Et une dernière question. Afficher les résultats aussi, parce qu'on a parlé des métrologies. Moi, je l'ai fait dans des industries où on affiche les résultats dans la zone, après la zone tampon et donc la zone d'activité, bien sûr avec un résultat brut, mais un résultat avec un énoncé qui permet la compréhension de tous. Ça aussi, c'est très important. C'est ce qu'on peut réaliser. Il faut une communication. Ce que j'en entends, c'est une compréhension, une communication intelligible, parce que exactement, tout à fait. Il y a la réglementation et puis il y a l'usager qui maîtrise pas forcément cette réglementation, et donc il faut le décrire pour lui. Exactement. Et à l'ère du numérique, Xavier, il y a quelque chose que je ne peux pas montrer parce qu'on est encore dans un dossier où je n'ai pas eu les autorisations, c'est pour ça que je n'ai pas pu envoyer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire via le net et via de la vidéo, et ça rassure énormément. En fait, le fait que les gens ne savent pas, on peut poser des questions totalement utopiques. Mais à partir du moment où on donne une communication, alors
quand je dis elle est contrôlée, c'est qu'on donne la communication nécessaire à la bonne compréhension, parce qu'on ne va pas tout dire sur un chantier de désamiantage. Il y a des choses qu'une personne lambda ne pourrait pas comprendre. Mais transcrire une information, de l'avoir sur un smartphone en continu, c'est-à-dire avec des points clés, comme on peut voir avec le Covid, Stop Covid, qui vous a donné des informations, ça dommage que je n'ai pas eu l'autorisation de vous le présenter, mais je vous l'aurais présenté avec grand plaisir parce que c'est fait dans un organisme hospitalier qui est vraiment en avance. Bon, bah, pour septembre, alors on regarde ça, c'est un teaser que tu nous fais pour septembre. Une dernière question, c'est monsieur ou madame Reliquet qui dit le diagnostiqueur a toujours raison, il y a toutefois un problème de compétence et de formation chez des opérateurs de diagnostic. C'est un métier difficile au sein d'intérêts divergents où les enjeux financiers sont importants. Effectivement, on voit que les diagnostiqueurs, à la fois, c'est des tiers indépendants, mais il y a des enjeux en termes de chantier, donc de coûts, qui sont très forts. Alors, j'attire l'attention sur le fait d'une chose. C'est que si on veut maîtriser les coûts, après, à un moment donné, un coût, c'est un coût. Il faut être lucide. À un moment donné, si on veut un chantier sans problème ou un chantier qui respecte bien la règle, il y a des coûts incompressibles et il faut être très honnête avec une maîtrise d'ouvrage sur ces points-là. Mais il faut bien comprendre que préalablement à une intervention, et quand je dis une intervention, ce n'est pas simplement l'entreprise de retrait, c'est aussi le diagnostiqueur. C'est-à-dire que si, et seulement si on a bien prévu l'ensemble des éléments, le diagnostiqueur, il a quand même des règles et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça n'existe pas. Il doit, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il doit le justifier. Beaucoup le font. Je ne suis pas là en train de dire que beaucoup ne le font pas, mais il y a encore des diagnostiqueurs qui ne font pas ça. Et ça veut dire que de manière générale, il y a des interventions qui sont faites. Alors, de leur fait ou pas, parce que des fois, c'est l'absence d'information qui les amène à faire ça. Mais il faut bien comprendre que le diagnostiqueur, il a une règle qui est définie, c'est-à-dire qu'il doit réaliser des éléments conformément à ce qui a été déjà mis dans des normes et dans des décrets et des arrêtés. Et par la même occasion, il doit tout le temps justifier tel ou tel élément qu'il réalise. Donc, il n'a pas raison tout le temps sur tout, mais par contre, à un moment donné, c'est comme tout, quand vous voulez aller dans un chemin et que vous n'avez pas de route, le mieux, c'est de tracer une route. Et si vous tracez la bonne route, effectivement, vous n'allez pas lui dire je vais aller au point A, au point B que par là. Vous allez dire on va du point A au point B. Et si à un moment donné, tu as un obstacle, tu lèves la main. Et la maîtrise d'ouvrage, liée aussi à son conseil, un maître d'œuvre ou un AMO, va lui amener les réponses nécessaires au fait que que la continuité de cette route ne se fasse sans encombre. Voilà, ben super. Ben merci à toi pour ce